Docteur Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Tov. On est très heureux de vous retrouver, comme chaque mercredi, pour votre chronique économique hebdomadaire. Et ce matin, alors la semaine dernière, on avait parlé du déficit budgétaire, oui. Et là, on va parler du déficit commercial. Ça veut dire, parce que c'est un peu bizarre, hein, parce que on a l'impression tout le temps que l'économie israélienne est florissante, oui. Que tous les indices sont au vert, on va dire. Et là, on voit que quelque part, il y a quelques petits grincements de dents, n'est-ce pas ? Très intéressant la remarque que vous faites. D'ailleurs, un auditeur un camarade qui sait que je fais une chronique, ouais. m'a envoyé un article d'un économiste israélien. Bon, je sais qu'il est, de toute façon, lui, point de vue politique, et moi, je ne vais pas en faire du tout ici, où il dit exactement tous les problèmes de l'économie israélienne. Ce que vous venez de dire d'ailleurs, que, pas seulement de dégraissement, il dit, il faut voir les choses tout à fait différentes de ce que la bien-pensante le dit. Point de vue du déficit commercial, les chiffres moi-même qui ont été publiés hier m'ont impressionné. Augmentation de 75% du déficit commercial en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors expliquez-nous d'abord, c'est quoi le déficit commercial par rapport au déficit budgétaire ? Voilà, c'est ça, c'est quoi le commercial ? Israël exporte, ouais. Israël importe. Ouais. Quand Israël importe beaucoup plus qu'il n'exporte. Okay. Maintenant, par exemple... Ça veut dire que ça a augmenté de 75% en une année. le déficit. Comment expliquer ça ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, point de vue de l'importation, il y a eu des importations massives, par exemple, des voitures. Ouais. Et des choses ça, c'est comme pas nouveau. Non, mais plus, parce que le shekel est relativement fort, et donc les voitures sont moins chères. Et puis, vous savez, les gens... de plus en plus, c'est vrai, c'est pas nouveau, mais ça fait qu'augmenter. C'est une des choses qui ont plus augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé dans le côté exportation ? Ouais. Par exemple, vous parlez souvent vous me dites, oui, mais Israël est startup nation, que Israël... C'est ça. Or, il y a eu 6% de baisse dans le high-tech, d'exportation du high-tech. Ça m'a impressionné, ça m'a étonné. En 2018. C'est-à-dire qu'Israël est moins compétitif que le reste du monde dans le high-tech. Ça me fait pas plaisir de entendre ça, mais c'est ce qui est arrivé. Alors, qu'est-ce qui est, à mon avis d'ailleurs, on va en parler après, le problème fondamental, je pense aussi, c'est le coût de la devise du shekel. Le shekel est un shekel trop fort, c'est pas bon pour l'Israélien. Ben, ça fait c'est pour ça que la Banque d'Israël achetait toujours des dollars pour faire baisser le taux du shekel, parce qu'apparemment il avait compris ça. Mais vous vous rappelez, on en parlera peut-être après, qu'il y a quelques semaines de ça, nous-mêmes on en parle à la chronique, la dernière décision de Ploug a été d'augmenter les taux d'intérêt. Et donc dans le shekel remonte. Il avait rebaissé, par exemple, par rapport au dollar qui est l'index, jusqu'à presque 3,80. Le dollar est revenu à 3,66 hier. Vous vous rendez compte? En 2-3 semaines. C'est à cause je pense que c'est une question. Non, mais un dollar bas, ça favorise les exportations, n'est-ce pas? Justement. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Le shekel s'est raffermi parce que il y a eu des, il y a de nouveau on s'est dit Israël ne va pas laisser, la Banque d'Israël a peur, va faire comme l'Amérique et va remonter ce taux d'intérêt. Quand il y avait des taux d'intérêt qui étaient très importants de différence, alors le shekel rebaissait. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a provoqué ce déficit en un an? Que dans les choses où Israël était fort en exportation, ça a baissé. Il y a très peu de choses qui augmentent. Et au contraire, il y a les choses. Maintenant, si vous voyez d'ailleurs... Mais c'est un mauvais indice. Ça. C'est très grave, oui. C'est très problématique d'ailleurs. On entend ça veut dire que directement, parce que avec dont on parlait la semaine dernière, le déficit budgétaire, que même Moshe Carlon a dit qu'il arriverait à combler après les élections. Oui. C'est-à-dire, c'est qu'après les élections, l'économie israélienne, le gouvernement va avoir plusieurs défis économiques, plusieurs problèmes économiques à résoudre. Oui. Nous avons dit qu'il y a eu artifice comptable légitime de reporter des dépenses et de faire plus de rentrées à la fin pour montrer un meilleur rapport budgétaire, un moins grand déficit. Oui. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après, il y a des lois en Israël. Le ministère des Finances est obligé de publier des projectifs pour 2019 et 2020. Oui. Ils ont parlé de 10 milliards en 2019 de déficit budgétaire et de l'année d'après de 20 milliards de shekels. Et c'est énorme. Ah oui. Et c'est beaucoup, bien sûr, c'est impressionnant. Alors, encore une fois, certains économistes disent il n'y aura de solution qu'aux d'augmentation des impôts et de faire ou bien les restrictions budgétaires. Ça ne va pas se produire avant le 9 avril, ça. Bien après. Ouais. C'est qu'à la fin de 2019, jusqu'à un gouvernement. Beaucoup disent. Et je crois que vous voyez d'ailleurs ce qui s'est passé, ce qui passe en Europe maintenant, et on en parlait souvent de façon rigolote ou pas.
je pense que depuis des années, les politiques des gouvernements, quels qu'ils soient, sont mauvaises. Il faut faire le contraire de ce qu'ils font. C'est-à-dire, d'un côté, Carlon a eu une politique sociale, une certaine politique sociale, c'est vrai, mais qui a concerné surtout le secteur public. Mais pas... il y a un problème de la classe moyenne, on en parle souvent, et aussi de ceux qui veulent entreprendre, que là-dessus, apparemment, Israël ne fait pas assez. Alors, ça, c'est un premier problème, mais vous parliez d'un autre sujet, vous souliez traiter aussi que l'inflation, en tout cas les taux d'inflation, sont au-dessous des estimations de 2018. Israël a fixé, le gouvernement, et la Banque d'Israël. Jusqu'à présent, encore une fois, je suis un novice totalement profane en matière économique. Moi, j'ai toujours eu l'impression, c'est ce qu'on nous a vendu au cours des dernières années, qu'il n'y a pas d'inflation en Israël. C'est vrai. Alors, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Mais pas assez. Il n'y a pas assez. Il y a ce qu'on appelle... Ça veut dire pas assez. Je vous explique. Il y a ce qu'on appelle la stabilité, la stabilité monétaire des prix de l'inflation. C'est entre 1 et 3%. C'est l'objectif de la Banque d'Israël. Ouais. La plupart du temps, ces dernières années, ça a été moins que 1%. Maintenant, ce qui s'est passé, effectivement, Carlon, il l'avait dit, j'arriverai à faire baisser les prix des appartements. Oui. Alors hier, mais ça a baissé. Il y a des données qui ont été publiées hier qui ont été... Attendez bien. Moins 0,2%. Les chiffres des prix des appartements ont baissé de 4% de cette année, à peu près. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut aussi des régions. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a en gros beaucoup moins d'achats parce que les investisseurs sont partis à cause de l'imposition qui a eu lieu dessus et d'autres raisons. Okay. Il y a beaucoup moins d'appartements qui sont construits, beaucoup moins que ce qui était construit avant. Et troisième chose aussi, attendez, alors là, j'ai quelques rudiments économiques, mais s'il y a moins d'appartements, ça veut dire l'offre et la demande est plus importante. Oui. Donc le prix il devrait augmenter. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, je vais vous le dire, c'est que les gens qui ont par exemple un appartement, et puis ils veulent avoir un autre appartement, pas pour l'acheter, pour changer, pour avoir un appartement plus grand. Il s'est passé, aujourd'hui ça a été publié, 15 mois avant qu'ils arrivent à vendre. C'est énorme, parce qu'à part 18 mois, il y a un énorme problème point de vue des impôts, de la banque, des mashkanta, des prêts hypothécaires. C'est-à-dire que les gens ont beaucoup plus de mal à vendre l'appartement, leur propre appartement. Qu'est-ce qui se vend beaucoup, et sur quoi sont fixés les chiffres là de la baisse? Ce qu'on appelle Mechir Nemishtaken. C'est uniquement des prix, des programmes qui ont été subventionnés par le gouvernement, où le gouvernement a mis 5 milliards de shekels, qui sont d'ailleurs d'une mauvaise construction, on en a parlé souvent, et qui sont d'après les professionnels du bâtiment, une erreur. Eux, ils ont dit, quand Carlon est venu, tu veux faire ça, fais ce qu'on te dit. On te dit, au contraire, amène les investisseurs, construis plus. Il n'a pas voulu les écouter, voilà la solution. Maintenant, je vais vous le dire. Qu'est-ce que l'inflation, qu'est-ce que les chiffres ont dit aujourd'hui? Vous avez raison, les prix d'appartements ont baissé, parce que le Mechir ont baissé. Par contre, les prix des locations d'appartements ont augmenté cette année. Parce que, comme il y a moins d'appartements faut faire pour la location. Donc finalement, et beaucoup de jeunes à qui nous parlons, qui ne peuvent pas acheter, qui louent, pour eux, c'est encore plus difficile maintenant. C'est ça la situation. Donc c'est pas une grande réussite le programme de Carlon. Non, le monde est rond comme on dit. Oui. Il faut la terre est ronde. La terre est ronde. Oui. Alors un dernier point que vous vouliez mentionner ce matin, c'est que se passe-t-il à Bézek? Du rififi à Bézek, on peut dire. Alors, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bézek, il y a, vous savez, par exemple, Yes comme filiale. Vous avez entendu parler de Yes? Bien entendu. Et la semaine dernière, il a été publié dans le cadre de l'affaire Netanyahou. Exactement. Voilà. Yes et Bézek. Ils ont publié un avertissement la semaine dernière aux investisseurs Bézek que Yes a beaucoup baissé et que sa valeur qu'elle a dans les chiffres de Bézek vont énormément baisser l'année prochaine. Bézek est acheté en bourse et voulu parce qu'elle donnait beaucoup de dividendes. À partir du moment où elle a fait cette déclaration, elle a dit que ça veut dire je ne peux plus donner de dividendes ni en 2019, apparemment, ni en 2020. Donc les investisseurs se retirent. Elle a baissé, elle est à 5 ans de baisse. Elle est à son prix, le prix de Bézek à bourse, c'est le plus bas depuis 5 dernières années. Elle a baissé en quelques semaines de 35%. Eh bien, dis donc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux choses. Elle a une mère Bézek qui s'appelle Internet Zahav en Israël. Oui. Celle-là, elle a des obligations. Et elle a aussi des obligations et des prêts à la banque. Elle a dit, puisque Bézek va tellement mal, sachez, je vais demander aux gens de ne pas pouvoir payer ma dette.
Voilà ce qu'elle a dit la mère de Bézec. Je vais demander aux gens de ce qu'on appelle, quand on va chez le coiffeur, on vous coupe. Faire une tismorette. Voilà. On vous coupe. Eh ben, ils ont dit, on va au sachet que maintenant, à cause de ce qui se passe à Bézec, d'ailleurs, hier, Bézec a essayé d'être vendu, ça a raté, personne ne veut s'en approcher. Et c'est sur un impact. Eh bien, c'est pas politique, ça aura un impact sur la bourse. Je vous aime beaucoup, Daniel, mais d'abord, il est 9h, et puis en plus, vous ne faites que nous annoncer c'est la grisaille aujourd'hui. Des nouvelles un peu catastrophiques sur le plan économique. Mais je crois qu'il faut voir, au contraire, il faut voir la situation comme elle est née, et au-delà de là, on peut arriver à des bonnes choses. Eh bien, en tout cas, préparez-nous pour la semaine prochaine des bonnes nouvelles. Un peu de bonnes nouvelles économiques. Et de la neige pour ce soir. Oui, de la neige pour ce soir, effectivement. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, de nous avoir éclairé sur tous ces sujets, même pas de manière particulièrement optimiste, mais enfin on va s'en sortir, hein. On a déjà vu mieux, on a déjà vu pire, hein. Et on verra beaucoup mieux aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.